Le rêve est un monde parallèle dans lequel nous vivons des expériences ordinaires et insolites. Certaines s'en rappellent, d'autres moins. Mais nous avons toutes et tous la faculté universelle de rêver. De quoi rêve-t-on lorsque l'on s'endort ? Quel sens y mettons-nous ? Quelle place a le rêve dans nos vies à l'état de veille ? Nous sommes Mimi Sao et Zoé Cléopatra, rêveuses passionnées, et nous vous proposons une série de 8 épisodes sur l'univers onirique. Entre créations originales et témoignages, ce podcast offre des clés puissantes sur le monde magique et mystérieux des rêves. Bienvenue dans le 7e épisode des Rêveuses. Aujourd'hui, avec nos deux invités, nous parlons du symbolisme et des messages que les rêves nous apportent, à l'aide d'images et d'égrégores communes. Parfois, nous y faisons des rencontres qui nous accompagnent, que nous développons, que nous comprenons ou non. Souvenez-vous, le rêve était un moyen de connaissance de soi, de la communauté, d'un plus grand et même du futur. Le tourbillon de la vie aujourd'hui nous a arraché nos nuits et nos rêves, mais ce n'a pas toujours été le cas. Et dans certaines communautés, où les traditions et pratiques sont encore usitées, la place du rêve est centrale. Car il y a une part de sacré dans le rêve. La magie existe et y est infinie. Apolline. Souvent, je rêve de personnes que je connais. Et c'est des personnes qui me délivrent un message, qui me disent une phrase où il y a un symbole. Enfin, je suis très visuelle. Disons que bien souvent, comme c'est des personnes que je connais dans mon quotidien, j'ai tout le contexte qui va avec. Et en fait, c'est les rêves qui apportent des clés à ça. Mais en fait, j'ai déjà les portes. Les rêves sont comme des clés, en plus. Il se trouve que... il y a un moment, j'avais un petit crush sur quelqu'un. Et on était nés le même jour, la même année. Et en fait, j'ai rêvé de cette femme qui était repliée un peu sur elle-même dans mon rêve et qui disait on est un miroir l'une pour l'autre. Et donc c'était assez particulier parce que il se trouve que dans le caractère, il y a des choses qui sont similaires. On était nés la même journée. Et en fait, il y a des similarités qui étaient dans ce présent où justement j'avais un crush sur elle. Donc c'était assez particulier de voir ça parce qu'il y avait comme une incompréhension dans la réalité et le rêve amenait à ça. Alors ça c'est intéressant parce que donc tu as un message dans ton rêve et j'ai l'impression, tu vois, que ça nous arrive souvent d'avoir des messages comme ça, mais que en fait, tu vois, d'un coup ça devient évanescent parce qu'on dit c'était une information, mais on ne sait pas quoi en faire. Alors est-ce que tu peux nous donner ta manière à toi d'arriver ensuite à peut dire la transposer dans ta vie à l'état de veille, tu vois, et arriver à te saisir de cette information pour en faire quelque chose? Disons que maintenant je les note, pas tous. J'aime bien prendre une note de le jour où j'ai rêvé de ça, où je suis et comment j'ai vécu la scène, et voilà. Ça c'est dans un carnet donc un peu factuel on va dire. Et dans un autre carnet où je note plus tout ce que je vis, ce que je ressens. Là je peux faire une transposition sur ce que je vis dans ma vie. Et disons que dans un premier temps je pense que c'est une prise en compte de ce rêve. Je pense que c'est pas pour rien qu'on a ces rêves. Et même si j'ai pas envie de tout baser sur un rêve, je pense que c'est bien au moins de le considérer. Ça peut être le voile qui est levé sur une illusion par exemple, ou ça peut ouvrir des champs, ça peut élargir des choses, ou avoir une information sur quelqu'un qui nous aide à mieux la comprendre. Je le vois aussi comme ça. Ça me fait penser à... Il y a des messages qu'on peut recevoir en rêve qui nous obligent, du moins ça c'est mon point de vue, à faire un pas de côté sur la façon dont on perçoit le monde, tu vois, et à faire un pas de côté aussi sur ce qu'on pense, et qu'en fait t'as l'inconscient qui vient dire regarde, il y a une autre vision possible des choses. Et alors exemple, parce que donc il y a quelques temps j'ai rêvé que mon chéri et une femme, donc la femme elle était assise face à moi, elle avait pas de cheveux, elle était livide, tu vois, et elle avait les dents noires. Et mon chéri était à califourchon sur elle, donc je le voyais de dos. Et c'était dans l'obscurité absolue.
Et donc d'un coup, la femme me regarde, enfin lève les yeux sur moi. Et donc moi, j'ai senti à ce moment-là une sensation vraiment d'effroi, tu vois. Ça m'a vraiment troublée. Et donc elle l'enlaçait comme ça et elle m'a regardée, elle m'a fait un grand sourire avec ses dents toutes noires, quoi. Donc là, du coup, j'ai eu un moment de lucidité où quand c'est comme ça et que ça me fait flipper, je me barre, tu vois. Et puis donc après, on en a reparlé le lendemain avec les colocs. Il y a un de mes colocs qui me dit mais tu sais qu'il y a une femme qui est décédée ici, etc. Et moi j'ai l'impression qu'il y a une présence, si ça se trouve c'est elle que tu as vue, machin. Bon, tu vois, ok, mais ça m'a pas trop parlé. Et il y en a fait un enregistrement avec Josie, tu vois, où on parlait des cauchemars et des représentations qu'on peut avoir. Et donc au moment en fait de l'enregistrement, j'ai capté que cette personne que j'avais vue en rêve, je me l'étais représentée comme une femme méchante parce qu'elle était chauve, qu'elle avait le teint très blanc et les dents noires. Or qu'elle avait simplement l'air malade et puis qu'en plus, en soi, elle était... Bon, oui, aussi. C'est bon, quoi. Tu vas pas me narguer longtemps. Oui. Et que, du coup, l'interprétation qu'il en est ressorti après, c'est que c'est cette femme, c'est moi en miroir, puisque depuis que j'ai rencontré mon chéri, je suis très souvent malade et que je suis très contente, tu vois, mais c'est vrai que je sens que j'ai pas toujours l'espace pour respirer et tout ça. Et donc, j'en ai parlé après et il y a eu cette sensation de soulagement, tu vois, après. Donc, tu vois, est-ce que toi, ça te parle, tu vois, ces rêves ou ces cauchemars que tu peux avoir et puis d'un coup, tu décortiques un peu et puis il y a une interprétation qui vient et tu sens que c'est celle-là, tu vois ? Ouais, clairement. Et puis, je crois que c'est surtout ça qu'il faut voir. Et ouais, bien souvent, j'ai eu comme ça des rêves où il y avait des symboles cachés et en décortiquant, ouais, ça vient, quoi. Des fois, il faut un petit temps, d'ailleurs, pour comprendre ces rêves. Il faut un petit temps, genre d'imprégner, ou alors quelques jours après, je sais pas, il y a quelque chose qui vient s'ajouter. Et des fois, j'ai l'impression que quand j'ai pas envie d'écouter ce rêve, eh bien, il revient plus fort. D'un angle différent, mais il revient plus fort. Tu peux donner un exemple ? Bon, il se trouve que j'ai un lien particulier avec une personne en ce moment. Et on rêve beaucoup l'une de l'autre. Et il est arrivé que des fois, certaines nuits, on rêve l'une de l'autre en simultané. Et c'est assez particulier au niveau de ce qui se passe. Et des fois, ça correspond. Nos rêves correspondent. Et c'est toujours des rêves assez intimes, beaux, ou alors où il y a de la joie, où j'apprends aussi certaines choses sur elle. J'ai une question par rapport à la symbolique. Parce qu'il y a des personnes qui vont chercher la symbolique, d'autres qui vont trouver, identifier leur propre symbolique. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ces symboles ? Un peu des deux. Disons qu'il y en a. C'est comme si le symbole était déjà dit, en fait. En mode, rien que rêver, je sais ce que c'est et il n'y a pas de doute. Donc dans ce cas-là, je ressens pas le besoin d'aller chercher d'autres informations. Des fois, si par exemple je rêve d'animaux, j'aime bien aller voir quelle est la symbolique des animaux totems, tout ça, quoi. Je trouve ça intéressant des fois quand j'ai pas les connaissances ou quand c'est pas forcément des symboles que je connais, j'aime bien aller chercher histoire déjà d'en savoir plus et puis de comprendre un peu plus, quoi. Est-ce que toi tu rêves beaucoup d'animaux ? Ouais, quand même beaucoup. Disons que des fois il y a comme des animaux qui me suivent en fait le temps d'une période. Là dernièrement il y avait beaucoup la grenouille qui m'a suivie pendant quelques jours, je voyais des grenouilles tous les jours, toc toc toc, dans les rêves et aussi dans la réalité. Et sinon je rêve aussi beaucoup de félins. Ça peut être les tigres, les tigresses, les lions, les panthères. Voilà, il y a un lien avec les félins qui revient assez souvent dans des visions ou éveillées ou dans les rêves. Et cette nuit, par exemple, c'était des chiens. Et c'était très particulier parce que je dirais pas que je suis très proche du chien.
Enfin, je crois que la symbolique première du chien, c'est la fidélité, donc il faut que je creuse un peu plus. Mais j'aime bien des fois sentir comme si un animal m'accompagnait. Et voilà quoi. Cette nuit, c'était des chiens dans une forêt. Et il y en a un qui était en souffrance, c'était très particulier. J'aimerais bien que tu parles des rêves, de sensations, puisque tu as dit que tu n'avais pas forcément envie de parler du contenu des rêves que tu avais fait suite à la cérémonie du tabac. Mais alors peut-être plus largement cette question du lien qu'il peut y avoir entre une telle cérémonie et l'impact que ça a ensuite sur ta vie. Ouais, j'ai fait une cérémonie du tabac et il se trouve que le tabac peut agir sur tout ce qui est du domaine des rêves et aussi du domaine des visions lors d'une cérémonie. Et je suis très visuelle et normalement ça n'apporte pas forcément des hallucinations pendant la cérémonie, mais moi j'en ai eu, où vraiment je voyais ce qui se passait, quoi. J'ai vraiment vécu en visuel et en sensation la reprogrammation après le nettoyage, si on peut dire. Et du coup, comme je peins, je m'intéresse aussi beaucoup aux symboles et tout ce qui est du domaine la symbolique quantique, celte, géométrie sacrée. Je m'intéresse à tout ça et donc pendant cette cérémonie, il y a beaucoup de symboles qui sont venus, beaucoup de triangles, pyramides, tout ça. Et au moment de la reprogrammation, il y avait comme des choses qui rentraient en fait dans ces objets. J'ai vu les pyramides de Khéops avec quelque chose de rose qui rentrait à l'intérieur, englouti. Et j'ai vu aussi la terre qui engloutissait un dodécaèdre, je crois que c'est une forme, c'est genre un solide de Platon, vert. Et en fait, c'était comme s'il y avait de nouvelles informations qui venaient dans tous ces symboles et dans ma propre symbolique intérieure. Et disons qu'avant la cérémonie, mes rêves étaient très très intenses et avec beaucoup de détails. Et je revenais un peu aux rêves de mon enfance où vraiment c'était des films complets et très, très frappants en fait dans leur sens, comme pour préparer la cérémonie, et ça a suivi par la suite. Nolwenn. Moi j'ai plusieurs sortes de rêves, j'ai les cauchemars où mon inconscient il travaille, il se guérit quoi. Même si je pense que c'est toujours un peu de la guérison, mais il y a vraiment le moment où l'inconscient se guérit et il y a les rêves où là, je sais pas, je pense que c'est une relation avec le sacré, avec le sauvage, avec l'imaginaire. Qu'est-ce qui se passe dans ces rêves-là ? Les rêves sacrés ? C'est moi je fais pas mal de rencontres avec des animaux quand même. Et avec des êtres. Alors ça, j'avais étudié dans le cadre d'un spectacle sur lequel je travaillais. Et il disait que dans certaines cultures, il y a vraiment des êtres, animaux ou esprits ou, je sais pas, dieux, ancêtres, qui viennent te rencontrer la nuit, quoi. Et ça m'arrive souvent où je rêve la vie de gens que j'ai jamais vus, quoi. Et que je les suis toute la nuit. Ça, c'est assez étonnant. Des hommes-animaux, par exemple. Un jour, j'avais fait l'amour dans une forêt avec un homme animal. Bon, ça, je veux dire, il peut y avoir des incursions de l'inconscient sur la libido. Bon, c'est pas... Évidemment, tu vois. Mais il était très particulier parce que comme il n'était pas vraiment humain, il avait des cheveux énormes, il était mi-centaure, mi-humain, tu vois. Et puis, il sortait de la forêt très lourd. Ça. Donc, tout de suite, Après, je me suis réfugiée souvent sous des juments, des vaches, qui viennent me protéger, me bercer, me couver. Je me suis fait entourer par des chèvres aussi, toutes blanches, qui, après la terre, des fois, elle a creusé des trous pour me protéger. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'animaux. Des cerfs, beaucoup aussi, des ours. Voilà, ceux-là, c'est un peu mes préférés. J'ai toujours noté mes rêves, moi, assez vite. Et j'ai un process de mémoire qui, pour l'instant, marche plutôt bien. Qui est quand je me réveille du rêve fort, d'abord, je refais tout le scénario, juste en mémoire, comme ça, visuel, photographique. Et après, je l'écris. Parce que souvent, si je l'écris tout de suite, tac, il s'en va.
C'est-à-dire, parce que j'ai beaucoup entendu dire que justement l'écriture permettait d'ancrer, tu vois, ce qui s'était passé. Toi, tu dis que c'est pas le cas. Bah, pas dans un premier temps, c'est mon deuxième temps l'écriture. L'écriture, c'est vraiment pour m'en rappeler. Ça m'est arrivé que si tout de suite dans le lit, tac, je prends le carnet et boum, j'écris, je rate des passages. Parce que j'ai découvert du coup ce truc que j'aime beaucoup maintenant, c'est l'accent du rêve. Que dans un rêve, il va y avoir, c'est Toby Nathan qui dit ça, qu'il y a un élément caché, souvent, qui est en fait la clé du rêve, qui est, je sais pas, tu peux te faire manger par, je sais pas, une énorme bête méchante, et en fait, tu te rends compte que dans ta main droite, il y a une perle en or, je sais pas, et qu'en fait, et que c'est assez beau ce truc d'accent du rêve. Et souvent, je perds l'accent du rêve quand j'écris tout de suite. Si je refais le scénario dans un deuxième temps, là, c'est vraiment pour pouvoir vraiment m'en rappeler, quoi. Donc je me le répète, un peu dans le demi-sommeil. Et après, j'écris. Voilà. Et comme ça, il y en a eu pas mal qui sont restés avec beaucoup, beaucoup de détails. Des films, quoi. Ouais. J'ai rêvé du fils d'un soldat de la US Navy qui revenait chez lui. Il y avait plein de chars d'assaut devant une énorme maison, un manoir un peu bourgeois, tu vois, dans la forêt. Il y a toujours la forêt, il y a beaucoup, beaucoup de forêt dans mes rêves. Et il arrivait, et vraiment, j'ai fait, mais c'était trop bizarre, parce qu'il y avait vraiment l'histoire du père militaire, de son fils, des gens que j'ai jamais vus, évidemment. Je veux dire, personne dans ma famille est militaire. Je veux dire, vraiment trop bizarre. Et du coup, je rentrais dans ce manoir, et je découvrais que le fils et le père avaient une relation incestueuse, que le père faisait des collections de costumes pour enfants dans une énorme pièce infinie où il y avait que des costumes pour enfants de carnaval. Super flippant. C'était assez étonnant. J'allais arriver dans la cuisine et je voyais tout ce qu'il mangeait, ce militaire. Et il y avait énormément de viande, des énormes bassines remplies de viande différentes, du cochon, du canard, du bœuf, des trucs vraiment. C'était étonnant, quoi. Et ça toute la nuit, avec des détails. Et je me réveille le matin, des fois c'est genre 4 pages de détails de la vie d'un mec que j'ai jamais rencontré. Ni d'Ève, ni d'Adam, tu vois. Alors, par exemple, cette histoire qui s'est passée, comment tu le perçois, toi ? Qui t'a rencontré ? Est-ce que tu arrives à identifier, mettre des mots sur cette histoire ? Bah, je pense que c'est quelque chose qui me fait peur. Ça venait quand même à un moment où je travaillais, je te dis, sur beaucoup de géopolitique, et les États-Unis, d'un coup, la US Navy, avec beaucoup de secrets cachés dans une grosse maison, avec des chars devant la maison, et un enfant. Enfin, c'était vraiment l'enfant emprisonné au milieu de tout ça. Je pense c'est un rapport au pouvoir, à la puissance, au patriarcat, c'est sûr. Enfin, il y a beaucoup de peurs qui sont cachées. J'ai l'impression quand il y a beaucoup de portes et de maisons et de secrets, c'est quand même des peurs un peu enfouies qui se dévoilent. Ça fait partie des guerres, tu vois. L'homme blanc, puissant, il fait beaucoup de mal, et je pense qu'il fait beaucoup de mal aux sauvages, d'ailleurs. Il fait beaucoup de mal à l'invisible, à la forêt. Alors, tu avais dit, il me semble, dans ton message, que tu t'étais intéressée à la culture aborigène, c'est ça ? Tu as des choses à dire en lien avec cette culture-là et le monde des rêves ? Ben, c'est pas tant que je me suis intéressée, hein, je m'y connais pas du tout, mais je lisais, il y a 2 bouquins qui sont quand même très intéressants sur ça. C'est Croire aux fauves de Nastasia Martin, je sais pas si tu connais. Magnifique. C'est vraiment un bouquin merveilleux. C'est une anthropologue qui est partie dans le Kamchatka, je crois. C'est Sibérie extrême orientale, je crois. C'est vraiment à l'autre bout du monde, le Kamchatka. Et dans ces peuples de Sibérie, il y a un rapport au rêve très très fort, à la nature très puissante, où c'est aussi des espaces grandioses de neige, de forêt. Et du coup, il y a une relation très puissante aux animaux, aux esprits des animaux, à la nature et aux 4 éléments. Et en fait, la vie des gens est rythmée par l'onirocritique, c'est-à-dire ils se réveillent le matin et collectivement, ils se racontent les rêves. C'est beaucoup des signes. Les rêves vont leur donner, ils vont être tellement proches de ça, sensibles à ça, que dans les rêves, ils peuvent avoir des données sur le jour du lendemain, sur où aller chasser, où aller pêcher, parce que tel esprit du poisson a dit qu'il serait là, etc. etc. Et c'est assez étonnant. Et cette femme, en plus, cette anthropologue, sur en tout cas ce qu'elle a découvert en plongeant dans le Kamchatka, après vraiment, là, je fais une grosse vulgarisation, il faut vraiment lire ce livre parce que c'est très très beau. Elle a fait la rencontre d'un ours,
Et elle s'est battue avec cet ours qui lui a laissé une cicatrice sur le visage. Donc vraiment, là, elle a été marquée par cette rencontre de manière très forte. Mietka, je crois, on dit, d'ailleurs en russe, c'est la femme ours. Elle l'a rencontré dans son rêve ou... En fait, elle en avait beaucoup rêvé de cet ours. Et elle l'a rencontré en partant en exploration. Donc ça, c'est un bouquin vraiment magnifique. Et après, il y a Barbara Glosewski. Elle, c'est plutôt les aborigènes d'Australie. Et ça, c'est vraiment... c'est merveilleux aussi. C'est une culture dont les textes sacrés de la création du monde, c'est le temps du rêve. Et là, vraiment, les gens, c'est pareil. Ils vivent complètement liés à l'invisible et dès le matin, cueillir le rêve quand il est encore chaud, se le raconter, parce que surtout, c'est quelque chose de collectif, c'est un lien, en fait. Tu vois, c'est pas... Des fois, c'est très différent de la psychanalyse qui dit « Bon, t'as rêvé de papa, maman, truc ». C'est aussi un lien avec un monde sacré, avec les ancêtres, avec le cosmos, avec... Donc, dans le rêve, c'est ce moment-là où tu fais lien avec un monde qui était avant. Et donc voilà, c'est deux... Il y a les Inuits aussi qui ont un rapport très fort au rêve, mais je suis moins connaisseuse. Donc j'avais beaucoup lu ça et c'était vraiment... C'est passionnant en fait, parce que c'est un rapport aussi à la vie, c'est un rapport au jour éveillé, c'est un rapport à l'éveil, c'est un rapport... Carrément, alors tu vois, je trouve ça passionnant hein, quand t'en parles, et je vais bien sûr aller m'intéresser à ces ouvrages que tu as cités. On a l'impression qu'il y a des endroits du monde où il y a une propension plus forte à s'intéresser à cet univers-là. Et ici, bof. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est un des symptômes un peu du phénomène de, comment on dit, d'acculturation que fait le capitalisme patriarcal sur nos sociétés, tu vois. La société occidentale est quand même assez malade sur plein de points, et j'ai l'impression que la différenciation entre corps, esprit, cosmos, nous a vraiment un peu coupé la patte à l'imaginaire, quoi, quand même, et au rapport à l'invisible et à d'autres mais sans parler d'ésotérisme ou de spiritualité, juste simplement de se rendre compte qu'on n'est quand même pas anthropocentré, que je veux dire, tout n'est pas forcément... je sais pas, on a beaucoup rationalisé, on a tout mis autour de l'individu, donc Freud et tous ces gens-là, ils ont sûrement été intéressants, radicaux et révolutionnaires à un moment donné, mais ils ont aussi enfermé énormément d'énergie, moi je trouve, franchement. Et donc j'ai l'impression que c'est quand même un symptôme parmi tant d'autres, quoi, de la manière dont on est coupé, dépossédé. C'est pareil sur les rituels collectifs, sur le rapport au corps, à la danse, sur le rapport... Après ça, c'est les thématiques que je travaille, donc en plus, je pense que vraiment tout ça est franchement lié, mais le rapport à la rue, le rapport au langage, à la poésie, à l'imaginaire, enfin t'imagines, c'est quand même... c'est vraiment un des symptômes. Je vois pas aujourd'hui dans un monde vraiment ultra-libéral, capitaliste, les gens se réveillent le matin, se raconter les rêves pour dire bon, qu'est-ce que t'aurais comme signe pour ta journée à venir, qu'est-ce que tu devrais travailler, et surtout qui t'as rencontré. Je veux dire, aujourd'hui, rencontrer l'inconnu, c'est pas... j'ai pas l'impression que ce soit l'objectif principal. Devenir des marchands, des produits... Et voilà, participer à la croissance, oui, mais je veux dire, tout ça ne sert à rien, en vrai. Mais moi, je trouve que ça sert beaucoup, mais des fois, ça pourrait me rendre franchement très triste de me dire de quoi on est en train d'être coupé. Après, je suis certaine qu'en fait, c'est des forces tellement vives qu'on a une force de rebond énorme, tu vois, même collective. Il n'y a aucun souci sur ça, mais... Le rêve, c'est aussi l'autonomie imaginaire, c'est plein de possibles, c'est... Tu vois, je veux dire, si on laissait les gens rêver autant qu'ils avaient besoin, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'émeutes, enfin, tu vois. Je veux dire, ça remettrait beaucoup plus en question toute cette construction de société, tu vois. Je pense, c'est sûr. Mais les gens, ils n'ont pas le temps de dormir, ils n'ont pas le temps de rêver... Ils n'ont pas le temps de noter leurs rêves, ils n'ont pas le temps de se relier à tout ça. On n'a pas le temps, on ne le donne pas, tu vois. Et c'est marrant parce que le Covid, je pense que ça
c'était assez passionnant, mais vraiment passionnant. Il y avait une expo à Londres, je crois, sur ça, sur la période du Covid et l'impact que ça avait eu sur l'activité onirique des gens. C'était complètement taré. Tout ce qui sortait, tu vois, comme quand, je sais pas, t'as mangé trop d'asperges et que tes urines, elles sentent fort, tu vois, ça sort, ça... Il y a tout qui suintait ce mal-être, cette époque quand même anxiogène, et en même temps, le temps qui était donné. D'un coup, il y avait le temps pour vivre, il y avait le temps pour dormir, et peut-être pour rêver, quoi. Donc c'était quand même fort l'impact que ça a eu. Pareil, l'impact des guerres sur les rêves, c'est complètement dingue. J'avais lu plein de choses, mais ça c'est assez terrible, mais en même temps, comme il y a une forte capacité au rêve de nous aider à guérir aussi, dans les périodes de guerre, c'est très important aussi de pouvoir se raconter les rêves. Même si au bout d'un moment, les rêves sont complètement mangés par la réalité. Ça, c'est souvent le cas dans les périodes de crise. Qu'est-ce que tu entends par là ? J'avais vraiment lu ça, c'est que tu peux plus rêver tellement la guerre est rentrée partout dans ta tête et dans ton imaginaire, elle met des murs partout. Mais je pense dans plein de périodes de crise pour les êtres humains, tu vois, quand ta vie est vraiment fracassée, au bout d'un moment, la réalité prend trop de place. Est-ce que, parce que tu as l'air d'avoir un univers onirique très, très riche, qui te permet d'aller assez loin, de faire des rencontres même, est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu l'as appréhendé ? Non, mais bien sûr, qu'il y a des êtres effrayants, mais genre effrayants de chez effrayants, tu vois. Je me souviens de 2 jumelles vieilles avec des cheveux si longs qu'elles en avaient fait des... C'est comme quand tu roules des câbles. Elles avaient roulé des câbles de cheveux autour de leurs bras. Elles étaient vieilles, décharnées, des dents. Mes 2 jumelles, tu vois, c'était vraiment ultra flippant comme truc. Pareil, non, j'ai vraiment eu des trucs très... Et après, les animaux qui rentrent dans le corps, ça aussi, ou qui en sortent, ça c'est terrifiant. Des scorpions, des vers, des serpents. Voilà, ça c'est des trucs un peu terrifiants. Après, mais les animaux, en règle générale, ça va être plutôt les humains ou des mi-monstres, mi-humains qui vont me faire peur. Ou des situations qui vont me faire peur, où on va me tuer, ou des massacres. Hein, je rêve beaucoup de massacres, c'est assez dur, mais bon. J'ai fait le rêve, mais ça c'était, je pense, après le confinement. J'ai fait un rêve vraiment du massacre des innocents, quoi. Où il y avait en bas d'un château des gens qui se faisaient massacrer de partout, les enfants, les femmes. Et il y avait quelqu'un au bout d'un moment qui disait « Non, on a encore un petit peu de temps, venez, suivez-moi, machin ». Et ils montaient, ils arrivaient en haut du château, et en fait c'était Venise. C'est vraiment trop drôle. Ils arrivaient à Venise, et là ils disaient « Regardez la lumière dorée qui traverse les arcades, on pourrait aller prendre un café et profiter de ce dernier moment de l'humanité ». Et vraiment, les gens le suivaient, allaient boire un café dans la lumière dorée de l'Italie. Et en fait, au bout d'un moment, tout le monde tournait la tête et la fin du monde arrivait par la droite. Les animaux, ils vont pas trop me faire peur quand même. Mon plus beau rêve quand même, je pense, de toute ma vie, mais à un autre moment, je l'ai rencontré presque dans la réalité. Enfin, je pense que ça doit exister quelque part, c'est pas possible. C'est une île au milieu de l'océan. Où il y a une maison qui est ma maison et il y a ma mère qui c'est très bucolique les débuts, elle fait à manger pour une fête, tu vois, de famille, elle fait à manger, donc de la maison il y a la petite fumée qui sort de la cheminée, tatata. Et on est en train de préparer pour que les invités arrivent et je vais ouvrir la porte parce que je sens que les invités arrivent et en fait je sors sur l'île et il y a de la brume partout. Vraiment, tout est embrumé. Et je commence à me décoller un petit peu et je me rends compte qu'en fait, sur l'océan, il y a une fine pellicule de neige, mais toute petite, et qu'en fait, des animaux sont en train d'arriver au repas, de tout autour de l'île, sur la neige, et ils marchent très doucement. Et il y a ours, chevreuil, lapins, cerfs, vaches, chèvres, des animaux partout, tout autour de l'île, qui très doucement se détachent de la brume et marchent sur la neige pour rentrer dans la maison. Là, je peux te dire que quand je m'étais réveillée, j'avais une espèce de sentiment de plénitude et de beauté, mais comme j'ai rarement eu, quoi. Mais c'est parce qu'il y avait la douceur des sabots qui marchent sur la neige sur l'océan. Franchement, c'était vraiment magnifique. C'était vraiment très, très beau.
Et je l'ai fait plusieurs fois, ce rêve. Waouh, un lien très fort avec le vivant. Le rêve, des fois, c'est presque un... Enfin, de toute façon, ça reste enveloppé de son propre mystère. Hein. On a beau dire, bon, c'est des messages du quotidien, c'est des sentiments refoulés, c'est des rencontres, c'est le monde qui nous embrasse. Enfin, c'est quand même assez étrange. Moi, des fois, j'ai l'impression que, notamment dans certains types de rêves, que je suis extirpée, que j'accède à je sais pas, un état vibratoire qui m'emmène ailleurs. Et c'est là où ça me fait flipper. Et j'ai remarqué que ce qui revenait souvent, c'est que plus j'avance dans la vie, plus il me semble qu'à certains moments, j'ai des portes qui s'ouvrent. Et ben, ce qui se passe, curieusement, c'est que je les referme parce que je suis effrayée de la possibilité que ça va m'apporter. Tu vois ? Ça te parle, ça ? Ben oui, mais je pense que parce qu'on n'est pas éduqué ou accompagné à ça. Parce qu'en fait, évidemment, sûrement que ces portes s'ouvrent, d'ailleurs, pour toi. Mais qu'en fait, justement, c'est pour ça que dans ces cultures, que ce soit en Australie là, ou dans le Kamchatka, évidemment, il y a une expérience énorme de la solitude, forcément. Mais dès le matin, c'est déposé, c'est collectif, c'est accompagné, il y a tout plein de codes et signes culturels qui font que t'es pas seul avec ça, que c'est partagé ça. Et du coup, je comprends très bien que ça puisse faire part à plein de moments, moi, dans ma vie. Et dans mon métier, il y a eu des moments où je me disais, oula, là, ça va trop loin, c'est un monde, j'ai pas les codes, j'ai pas les armes, c'est beaucoup trop grand et beaucoup trop invisible, beaucoup trop inconnu pour moi. Alors qu'en fait, je pense que simplement, ça fait partie des choses qu'on a forcément... on a forcément les armes et les codes quelque part. C'est simplement, faut retrouver ce langage-là, faut réapprendre, tu vois. Et je pense que c'est partageable dans ce cas-là. Ça va être commun, c'est un vocabulaire commun à trouver pour se sentir accompagné. Ah bah oui, non mais oui, c'est sûr. On ne qui se parle plus. Donc, c'est ça qui est intriguant. Tu vois, justement à Saint-Jacques, j'ai commencé à faire des rêves toujours un peu du même style, avec le paysage déplié, qui d'un coup se met en forme, enfin en volume, revient comme ça. Et je dors près d'une rivière. Et là, je vois en rêve un homme avec un petit chapeau, un homme pas très grand, un petit chapeau, les yeux bleus. Je me rappelle très bien de son visage. Et il y a eu une sensation très très forte au niveau du plexus. Là, ça a fait comme une expansion, quoi. Ça a fait... Et impressionnant. En fait, il s'avère que donc, je me réveille. Et le lendemain, je croise à la terrasse du café à côté, ce type-là. Non, c'est pas vrai. Donc, et en fait, c'est marrant parce que on a fait une partie du chemin tous les deux. Et il m'a dit, mais... je t'ai vu la veille, en fait on s'était croisés, mais moi je ne l'ai pas regardé. Mais bon, sûrement que tu vois, je veux dire, mon esprit l'a enregistré d'une certaine manière, même si mes yeux ne se sont pas posés sur lui. J'étais hyper intriguée, après je me disais, mais pourquoi alors que c'est... Après coup je me suis dit, c'est que j'ai pris conscience de manière un peu plus large, autrement que par mes yeux, de mon environnement. Et ça m'a quand même fait peur, tu vois. Pour ça me parle trop quand tu dis, il faut se réhabituer, enfin c'est des choses qui sont... On va surtout nous dire, oui, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de hasard, les choses se font par ta propre destinée, ta volonté d'homme supérieur, etc. Machin. Évidemment, sans tomber dans l'ésotérisme à 2 balles, je me dis juste, tiens, c'est rigolo, peut-être il y a quand même des forces qui opèrent, et c'est quand même assez... ça calme aussi, te dire que, tu vois, t'es pas tout seul, que les choses se relient entre elles, et c'est cool, tu vois. Et que ce monsieur avec son chapeau que t'as rencontré, il fallait que tu le rencontres. En plus, vous vous êtes vraiment rencontrés, donc, et puis t'en as rêvé. Enfin, je veux dire, c'est étonnant, quoi. C'est plutôt joli. Et oui. Pourquoi en avoir peur, quoi ? C'est le truc. La peur de... Alors moi, j'appelle ça puissance, mais à mesure que je fais des enregistrements, que le terme, c'est presque de ce qu'on est, en fait, de nos possibilités. Tu vois ? C'est sûr, c'est peur d'une puissance et c'est peur de ce qui est inconnu. Si tu regardes
l'histoire vraiment des êtres humains, c'est de tout voir, observer, regarder, découvrir. Et à partir du moment où on a décidé d'explorer le monde entier, on a quand même... On veut tout comprendre. Mais genre, c'est un process... tu vois, c'est traverser des océans, faire des grandes découvertes, asservir les gens. Bref, il faut quand même mettre tout sous la lumière. Je veux dire, vraiment... et ça, je me rends compte que sur le spectacle sur lequel je travaille, c'est vraiment fin du Moyen-Âge, début Renaissance. Et vraiment, cette lumière de l'homme éclairé, rationnel, a besoin de tout mettre sous ses yeux, tu vois, et de comprendre. Et en fait, le mystère, l'inconnu, l'étrange, etc., tu m'étonnes qu'on ait peur. Parce qu'en fait, on a été complètement éduqués à ce que tout soit compris, pesé, sous-pesé, je sais pas, expliqué, interprété. Même les rêves, si tu rêves de ça, c'est que t'as un problème avec ton papa à 14 ans. Et si tu rêves de ça, c'est que, je sais pas, ta mère t'a... Enfin, tout est surexpliqué, surinterprété. Des fois, c'est très bien quand ça libère, mais je suis pas sûre que ça libère énormément les gens de se couper de l'inconnu et de l'invisible, tu vois. Enfin, franchement, je suis pas certaine. Je pense que du coup, notre envie de toujours capter, et notamment donc, cette matière-là, qu'est le rêve, ça serait presque une entrave à sa compréhension, paradoxalement. Bah, des fois, oui. Franchement, pour certains, oui. En lisant, c'est évidemment passionnant de se dire... Parce que j'ai fait entièrement confiance, tu vois, en lisant même Toby Nathan sur les rêves. Des fois, tu lis des trucs, mais c'est passionnant à lire. C'est vraiment... je sais pas, oui, c'est des grandes découvertes. Mais il doit y avoir aussi, dans les rêves, d'autres formes de rencontres. Tu vois, il y a plein de sortes de rêves. Et il y en a certains, c'est bien de leur laisser le mystère, quoi. Et de te dire, bon, bah, qui j'ai rencontré cette nuit ? Et ça, tu fais... ça, en plus, c'est cadeau, c'est cadeau. C'est des trucs, c'est des rencontres, tu t'en rappelles toute ta vie. Et après, si quelqu'un vient et te dit c'est ça, en fait, ça te casse toute aussi l'enveloppe d'imaginaire et de préciosité que tu as mis autour sur cette rencontre qui est là pour te changer, te métamorphoser. Donc, ça dépend des rêves. Je dirais pas pour tous, tu vois, en mode, bon, on arrête tout, on arrête d'interpréter les rêves. Mais on peut laisser, je pense que ça nous ferait vraiment pas de mal pour certains trucs quand même dans la vie, de laisser un petit peu la part belle au mystère, parce que franchement, je pense qu'on en a à peu près tous besoin, et toutes, tu vois. Au fil des épisodes, nous avons formé des ponts entre le monde des rêves et la vie éveillée. À travers plusieurs approches et pratiques, que ce soit le rêve lucide ou l'analyse, grâce à vos témoignages, enregistrés ou non, et lors de nos rencontres, nous avons lié la nuit au jour, la veille aux lumières apportées par le subconscient et les profondeurs de la nuit à la conscience. Nous avons choisi ensemble de vivre avec nos rêves et de les embrasser pour une existence pleine et ancrée, s'apprivoiser et cheminer vers ce qui est plus grand et contempler avec hauteur ce qui nous est offert. Un immense merci à Apo et Nolwenn pour vos témoignages riches et intimes. Merci à Julien et Tito pour les créations originales. Merci à Radio Galère pour la confiance et le soutien. Chères rêveuses, chers rêveurs, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour le dernier épisode de la saison. Oui, vous avez bien entendu. Mais il y aura une seconde saison. Les rêveuses, c'est une boîte de Pandore, pleine de rêves, qui ne demande qu'à se matérialiser. Alors embarquez avec nous pour ce beau voyage. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous ce podcast et à lui donner 5 étoiles. Merci.